Intégral Bourse. Grégoire Favet sur BFM Business. Et c'est un des grands rendez-vous électoraux attendus dans les pays émergents cette année. Il y a eu les élections générales en Inde. Il y aura les élections générales et l'élection présidentielle au Brésil à la rentrée en septembre. Et demain, la présidentielle en Indonésie. On va en parler avec Bruno Vanier, le président de Gemo Assets. Bonjour Bruno. Bonjour. Spécialiste de l'investissement donc dans les actions émergentes. Vous investissez à 100% dans ces actions de pays émergents. Juste un mot un peu général de l'ambiance. On a perdu 4-5% en Europe sur les actions européennes, sur nos plus hauts récents d'il y a un mois. Un intervenant précédent disait la bonne nouvelle, c'est que les actifs émergents, eux, ont résisté à cette correction qu'on connaît en Europe. Les actions émergentes sont aujourd'hui source de performance. Pas mal. Pour quelqu'un qui investit dans les actions émergentes. Effectivement, de fait, depuis le début de l'année, on gagne presque une dizaine de pourcents sur les actions émergentes en euros. Donc c'est pas négligeable, hein, même si on peut faire quasiment la même chose ailleurs. Et c'est vrai que depuis quelques semaines maintenant, ces marchés émergents commencent à avoir des performances meilleures que les indices globaux. C'est le cas au deuxième trimestre et c'était aussi le cas en ce début de juillet. Donc est-ce que c'est le début d'une inversion de tendance? Pas forcément qu'on pense que les autres marchés vont baisser. On n'est pas, de toute façon, on n'est pas des spécialistes de marché américain, de marché européen. Mais pour ce qui est des marchés émergents, clairement, on sent quand même un changement d'attitude. Notamment des investisseurs. Rappelons qu'il y a presque 15 milliards de dollars qui se sont réinvestis sur ces pays émergents après des sorties extrêmement importantes. On les a commentées à plusieurs reprises sur ce plateau. Et aussi au niveau économique, des nouvelles qui commencent à être meilleures. Et le dernier point, c'est le politique. Oui, parce qu'il y a des fondamentaux macroéconomiques qui peuvent rassurer, on va dire, ici ou là. C'est peut-être sans doute le cas de la Chine, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce moteur des élections. Hein. On l'a vu en Inde, ça a porté le marché indien à un plus haut historique. Alors, il doit peut-être reprendre son souffle un petit peu aujourd'hui, ce qui est logique. Ça agit également sur le marché indonésien. On va partir sur la hausse du marché. Le marché indonésien est au plus haut depuis plus d'1 an maintenant, à la veille de cette élection présidentielle. Qu'est-ce que le marché est en train de jouer là à travers cette élection présidentielle indonésienne, Bruno? L'enjeu, comme on l'a vu en Inde, c'est un enjeu de réforme, clairement, quoi. Une élection politique, c'est potentiellement une nouvelle équipe politique au pouvoir en Indonésie. Ce sont les élections présidentielles. Hein. 2 candidats vont être opposés. Les deux, de fait, sont de nouveaux candidats. C'est pas le président sortant qui se présente. Donc, dans les 2 cas, il y aura du changement. Alors, les marchés préfèrent, ou en tout cas l'environnement. C'est Joko Widodo, qui on surnomme Jokowi sur place. Lui, c'est vraiment le nouveau venu sur la scène nationale et c'est le candidat réformateur, le candidat des marchés, si on peut dire. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est le candidat qui a fait ses preuves, hein, quand même. Il est gouverneur il est maire de Jakarta, gouverneur de cette province. Et clairement, il a des résultats qui certes, ne sont peut-être pas aussi élogieux que peut avoir le Premier ministre indien Modi dans la province du Gujarat, où il a été gouverneur pendant plusieurs années, mais quand même des résultats très probants qui permettent peut-être de rêver sur un agenda de réforme à mettre en place au niveau national et plus simplement au niveau de Jakarta. Les réformes sont finalement assez simples, hein, même si l'implémentation, la mise en place est toujours compliquée. Hein. La première réforme monumentale à mettre en place, c'est l'arrêt des subventions au prix de l'essence. Ça dérègle complètement ce marché. Il faut rappeler, hein, le prix de l'essence, en Indonésie, c'est peut-être le prix le plus bas en Asie. Hein. C'est des subventions qui représentent jusqu'à 20% du budget de l'État. Absolument, et donc un chiffre assez important au niveau des déficits, hein, qui contribue largement au déficit de l'État, parce que celui-ci finalement est assez limité. Et si bien évidemment il n'y avait pas ces subventions, il serait quasiment positif. Hein. Donc clairement un sujet très important. Mais au-delà de l'impact sur le budget de l'État, c'est plus aussi la volonté de donner un vrai prix aux choses, tout simplement, quoi, qui permettra des investissements très importants dans ce secteur si tant est que les prix sont correctement affichés. C'est ce qui se passe en Chine, par exemple, dans le secteur du gaz. On voit des augmentations du prix du gaz. Ça permet des investissements dans le secteur. Eh bien, c'est ce qu'on doit attendre en Indonésie, un pays qui est producteur d'énergie, de charbon, de gaz, de pétrole, mais qui importe de l'essence. Hein. Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas les infrastructures. Parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour le mettre en place. Il y a de la corruption dans ce secteur, c'est assez clair, évident. Donc beaucoup d'intérêts particuliers qu'il faudra affronter pour le futur président de ce pays où vont être appelés à voter près de 200 millions de votants demain, donc c'est quand même assez considérable. La troisième démocratie du monde, l'Indonésie. Absolument. Donc clairement un enjeu un politique important sur ce programme. Et l'élection, elle est déjà jouée, puisque je le rappelle, le marché boursier est au plus haut depuis 12-13 ans. Alors c'est vrai que Joko Widodo, il avait beaucoup d'avance au départ sur les sondages. Tout ça s'est un petit peu resserré face à son adversaire, donc, qui est Prabowo Subianto. C'est un ancien général. Alors lui, il fait partie de l'ère Suharto, le dictateur qui a été renversé en 98. Voilà, c'est le candidat du passé, je le présente comme ça, mais de l'ancien, du régime, voilà, c'est plutôt nationaliste. Effectivement, mais encore une fois, le fait qu'il y ait un nouveau candidat, c'est positif. Une nouvelle équipe au pouvoir, ça c'est positif parce que finalement, quand il faut mettre en place des réformes, l'un ou l'autre n'auront pas le choix, c'est ce que vous nous dites. Voilà, il n'y aura pas vraiment le choix. Il faudra qu'ils le fassent. Alors, c'est sûr qu'avec Jokowi, ça se fera peut-être plus facilement, avec une volonté plus forte. Dans l'autre cas, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais globalement, le sens de l'histoire est, à mon avis, difficile de l'éviter, quoi. Vous disiez tout à l'heure que le marché indonésien est au plus haut. C'est vrai en roupie indonésienne, mais n'oublions pas que cette roupie, malheureusement, a baissé considérablement depuis plusieurs années, et surtout depuis 12 mois. Elle s'est reprise, mais assez peu. On n'est pas revenu sur les niveaux qu'on connaissait, effectivement, il y a plus d'un an, mai 2013, en début d'année 2013. Voilà, donc elle, pour le coup, cette roupie indonésienne nous paraît, très sous-évaluée. Il suffit d'y aller et de s'apercevoir qu'effectivement, beaucoup de prix sont quand même très très bas, que le niveau de vie et de consommation est assez bas. Donc clairement, en parité de pouvoir d'achat, on voit une devise très sous-évaluée. Le marché est au plus haut en monnaie locale, mais pas du tout en dollars, bien évidemment. Bon, c'est un pays dans lequel vous êtes investi. Je rappelle, vous investissez en direct dans des actions de sociétés cotées dans ces pays émergents. Quelles sont les thématiques que vous jouez en Indonésie, à proprement parler, et quelles sont les quelques valeurs que vous pouvez avoir en portefeuille là ? Alors, nos thématiques, nous, sont des thématiques de long terme liées à la consommation, liées à l'enrichissement de la population indonésienne. C'est un vrai enjeu, parce qu'effectivement, j'ai noté le chiffre, 100 millions de personnes, donc c'est la moitié de la population, qui vivent avec moins de $2 par jour. C'est ça, donc ça donne la mesure de ce qui... Mais une population aussi qui est très très jeune, une classe moyenne. Alors la définition de la classe moyenne, c'est toujours un peu compliqué, mais une classe moyenne importante avec des vraies envies, clairement. Aussi un marché qui est facile en termes d'investissement. Je rappelle que c'est très facile d'acheter un titre indonésien et de le vendre. Il n'y a pas de restriction, que l'on soit indonésien ou étranger. Et ce n'est pas forcément le cas dans beaucoup de marchés. Donc je pense que ce n'est pas idiot de le souligner. Marché accessible pour les investisseurs. Facilement accessible. Avec une cote assez diversifiée également. Il n'y a pas que des valeurs de matières premières ou des valeurs d'énergie. Ou que des banques, par exemple. Il y a le leader mondial du microcrédit, quand même, en Indonésie. Donc, il y a des choses particulières. Il y a une société qu'on a en portefeuille qui s'appelle Kalbe Pharma, qui est spécialiste. C'est un groupe pharmaceutique local, extrêmement dynamique, qui nous a prouvé des croissances de chiffre d'affaires et de résultats très fortes, en dépit d'un environnement de consommation qui n'a pas forcément été très porteur au cours des 2 dernières années. C'est de la pharma classique, comme on peut connaître, nous, nos gros labos absolument. Plus une partie aussi de parapharmacie qui se développe fortement. Et donc voilà, une société dont la croissance est vraiment là, et surtout la rentabilité. C'est une société qui affiche une rentabilité sur fonds propres de plus de 25%, et donc qui distribue des dividendes également, qui n'a pas de dette. Donc on trouve ce genre de société dans ce marché à des prix qui restent assez attrayants, compte tenu de l'incertitude, bien sûr, qui est liée à ces élections. Bon, c'est un pays qui représente quand même une part significative de votre portefeuille. C'est 4%, c'est ça, du portefeuille. Voilà, c'est equity. Voilà, absolument. 4% de notre... Vous le surpondérez ou c'est la pondération C'est légèrement surpondéré. La pondération en ligne, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on regarde dans le détail, mais c'est autour de 2%. Donc on est
j'ai envie de dire, avoir 4 par rapport à 2, c'est pas exactement la même chose d'avoir 40 par rapport à 20, bien évidemment, quoi. Mais effectivement, c'est pas un marché anodin pour nous, de toute façon. Et avoir autour de 5%, ça me paraît être une idée intéressante. Encore une fois, sur une perspective de long terme. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Bruno Vanier, donc le président de Gemmo Asset sur BFM Business, à la veille de ces élections présidentielles en Indonésie. On aura les résultats à la fin du mois, autour du 21 ou du 22 juillet.